Entre deux bulles. Bonjour à tous, ici Adrien, alias Nipser, et bienvenue dans cette Entre-deux bulles 5. Au programme, interview de notre invitée Laetitia, événement exceptionnel de Naban, présentation de 5 titres, débat autour de notre lecture imposée mensuelle. Bref, on va pas s'ennuyer. Cam, tu nous ferais plaisir de dire un petit mot? Très content de vous retrouver toutes et tous pour ce cinquième épisode déjà de ce club de lecture entre deux bulles. Ça fait plaisir de voir que ça se perpétue dans le temps et on n'en est pas resté juste à un épisode. Bon, oui, pas, mais on a des choses normalement prévues pour les prochains aussi. Et puis là, on est très content d'accueillir Laetitia. C'est toujours des petits événements de pouvoir accueillir des personnes extérieures qui, j'espère, Laetitia, tu viendras au prochain aussi. Euh, Tu serais invité avec grand plaisir. Et voilà, très content des lectures dont on va parler. Puis, je pense savoir que c'est des lectures un petit peu plus niche peut-être que d'habitude, même si on présente quand même des lectures assez niches habituellement. Donc je pense qu'on va parler de plein de lectures intéressantes. Eh ben, ravi de l'invitation et merci à vous. Ben, avec plaisir. Et en préambule de ce moment de partage, du coup, j'aimerais dire quelques mots pour vous expliquer la place que Laetitia a pu prendre dans ma vie de lecteur et pourquoi nous avons trouvé nécessaire de l'inviter aujourd'hui. Il faut savoir que dans le milieu du manga, je suis ce qu'on peut appeler un rookie, un débutant. Dans mon enfance et mon adolescence, j'ai eu l'occasion de lire certaines œuvres, certes, mais ça restait anecdotique. Il y a 2 ans, je me suis remis à la lecture de ce médium, je m'y suis remis à fond, mais sans aucune connaissance. J'ai essayé de me documenter sur YouTube, de découvrir de nouvelles références, de nouveaux auteurs, mais en vrai, je me sentais malgré tout assez isolé. Puis vint le jour où je suis rentré dans la librairie la plus proche de chez moi, la librairie Arles BD, affiliée à Canal BD, tenue par Julien, Laetitia et Jean. Et là, coup de bol. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'une libraire souriante, dynamique et passionnée vienne non seulement me dire les mots Gekiga, Eroguro, manga historique, Maruo, Hagio, Kamimura, Kago, Angoulême, j'en passe, mais plus que de m'en parler, elle me les a expliqués, me les a détaillés, elle m'a parlé de dates, de contextes historiques, sociétaux. Bref, pile ce qu'il fallait pour titiller ma curiosité et me faire sombrer encore plus dans cette passion dévorante. Pour finir, elle est aussi une des étincelles qui a fait que ce club de lecture existe. Elle en organise également un dans sa ville, et c'est ce qui m'a donné envie de proposer à ce Discord la création d'une autre. Donc pour tout ça, Laetitia, merci beaucoup. Donc, Laetitia, tu es Euh, donc libraire. Oui, non, je voulais dire, ça fait très plaisir. Merci à toi. bah ouais, ça fait surtout plaisir à moi, hein. Laetitia, tu es donc libraire spécialisée en manga. Avant que mes questions portent sur ton métier, on aimerait dans un premier temps te découvrir un peu plus, ainsi que ton profil de lectrice. Alors, quel est le premier manga que tu as lu et à quel âge, si tu t'en souviens? Écoute, je pense que c'était du Dragon Ball et c'était pas un manga que j'avais acheté, mais c'était les mangas d'un petit frère d'une copine que j'avais à cette époque-là qui commençait à faire la collèque. Donc ça m'est un peu arrivé comme ça, si tu veux, un Dragon Ball, un tome de Dragon Ball qui traîne, probablement pas le premier, probablement le cinquième, ou je ne sais pas. Tu regardes un peu et ça titille ma curiosité. Sachant que je suis clairement de la fameuse génération Club Dorothée. Donc j'étais pas mal imprégnée de Japanimation dès l'enfance, très, très jeune, sans forcément associer ça au manga. C'est venu beaucoup plus tardivement. Et après, en tant que vraiment lectrice, acheteuse, ça, c'est arrivé peut-être un tout petit peu plus tard. Euh, je dirais à la fin du collège, probablement. À l'époque, il y avait quand même assez peu de lecteurs et lectrices de manga. Et encore, j'habitais à Paris. Et il y avait presque aucune librairie spécialisée. Il y avait Tonkam qui existait et peut-être une autre à Saint-Michel. Mais voilà, ça a rien à voir avec le paysage qu'on peut avoir maintenant. Et je dirais que le premier manga vraiment très très marquant et marqueur de mon parcours de lectrice, ça a été Nana d'Aiyazawa. Ok, merci beaucoup. Et dans toutes ces lectures que tu as pu découvrir, est-ce que tu as défini un ou plusieurs styles de lecture de manga que tu préfères? Je veux dire à l'époque où je commençais à en lire ou de façon Non. générale maintenant aujourd'hui? Ouais, maintenant.
Je vais clairement aller vers des lectures seinen, donc des contenus plus matures. Et après, j'aime en particulier le manga alternatif, les choses indées. Mais après, je crache pas non plus sur des choses plus mainstream. Après, je suis quelqu'un avec une grande curiosité, un peu insatiable, donc peut-être que dans un an, j'irai explorer à fond le shoujo manga. D'ailleurs, on va parler un peu de shoujo manga aujourd'hui. Mais je dirais plutôt quand même plutôt seinen et j'aime bien le patrimoine aussi. Oui, c'est assez ouvert finalement. C'est assez ouvert. Je lis pas beaucoup de shonen. Euh, c'est probablement parce que aussi c'est des séries qui sont souvent très longues. Donc du coup, par manque de temps, je me lance rarement là-dedans. Bien qu'il y ait des titres que j'aimerais lire en entier, ça peut arriver. Mais de par mon travail, après, de toute façon, je lis un peu de tout. Parce qu'il faut que je puisse conseiller aussi avec une certaine diversité. Donc, je lis autant du Kodomo que du shonen, un peu de shoujo, beaucoup de seinen. Mais voilà, je lis de toute façon un peu de tout. Oui, ça se comprend. Et comment tu t'es retrouvé à travailler dans cette librairie spécialisée? Peux-tu nous dire quelques mots sur ton parcours? Ouais, ouais, j'ai un parcours pas du tout linéaire où avant de devenir libraire, j'ai fait déjà pas mal de choses différentes dans d'autres champs. J'ai travaillé en tant qu'assistante monteuse plutôt dans le champ du cinéma documentaire. J'ai fait l'école de photo d'Arles aussi. Donc, j'ai été un peu aussi là-dedans, je fais de la médiation culturelle et peut-être le lien au livre sur mes années un peu étudiantes, ça va être par le biais de ce qui est d'abord un petit boulot à Paris où je suis assistante vacataire des bibliothèques l'été parce que ma maman travaillait à l'époque à la RH du service des bibliothèques de Paris. Et du coup, bon, j'étais un peu pistonnée sur le job d'été qui était quand même pas dégueulasse. Et voilà, et je travaille en bibliothèque et ça peut m'arriver de conseiller à l'occasion. Bon, c'est pas un boulot de libraire, mais en tout cas, c'est un lien avec le livre. C'est un truc que j'ai fait plusieurs années de suite, un peu comme ça en pointillé. Et après, comment j'arrive en librairie? Bah, tout simplement parce qu'à un moment, je fais le choix d'arrêter le début d'une carrière artistique. Parce que pour des choix personnels, des choix d'envie de construction de famille, et je me rends vite compte que c'est pas trop compatible quand on n'est pas issu d'une classe sociale extrêmement aisée, d'être artiste et mère de famille. Et du coup, j'essaye de me réinventer et j'arrive à avoir une opportunité de travail en librairie, d'abord généraliste, euh, sans être totalement libraire, mais plutôt en étant là pour assister un peu l'équipe. Et puis après, je vais travailler dans une autre librairie qui est la librairie de la Fondation Luma à Arles, qui, elle, est une librairie très particulière. J'ai travaillé avec un monsieur qui s'appelle Jean-François, qui Tu m'as avait parlé? une vision Ah, super d'accord. intéressante de la façon dont Oui, les t'inquiète livres pas. pouvaient discuter entre eux. Et du coup, il avait des tables composées qui faisaient un peu rêver. Donc là, on est plutôt sur le livre d'art, de design, des choses Bah, je suis en train de me aussi poser. qui peuvent être en lien avec l'auto-édition, le fanzina. Donc on est dans un univers plus artistique, on va dire, directement beaux-arts un peu. Et au moment où la Fondation Luma me propose un contrat périn, j'ai aussi une proposition d'un autre libraire, d'un autre directeur de librairie qui s'appelle donc Julien, qui lui est libraire spécialisé BD, comics, manga. Et voilà, j'hésite un peu. Et puis au final, je me dis, bon, quand même, le manga, ça me plairait de creuser et de revenir à mes premières amours de lecture. Et voilà, et je saute sur l'opportunité. Et maintenant, ça fait 5 ans que j'y suis. Oui, je comprends que ça doit être tentant quand on nous propose ça. Oui, Et peut-être ça t'arrivera un jour. qui sait. Mais ça fait une bonne transition vers les autres questions là, que j'avais, qui sont donc
plus précisément sur le métier de libraire et sur tout ce qui gravite autour. Pour toi, quelle est la mission euh, d'une libraire? Euh, alors, pour moi, ça va pas forcément être de répondre au plus proche de ce qui est demandé par le lecteur, la lectrice. Alors oui, parfois quand c'est pour des cadeaux, mais quand ils sont à la recherche de lecture pour elles et eux, j'aime bien un peu bousculer les idées reçues. J'aime bien un peu les amener vers des chemins qu'ils n'auraient pas forcément empruntés, aller vers de la surprise, aller vers de la découverte. Alors parfois ça marche pas. Et puis parfois ça ouvre des perspectives vraiment intéressantes d'univers, de thématiques, de genre. Donc je pense que c'est ce que j'essaye de faire. Et puis c'est aussi une façon de garantir une forme de diversité dans le paysage éditorial parce que si en tant que libraire, nous, on se contente de représenter les blockbusters qui, pour beaucoup, se vendent tout seuls un peu hein, quand même. C'est peut-être aussi quelque chose qui peut amener à terme à malheureusement appauvrir l'offre qui existe, qui aujourd'hui en France est vraiment très intéressante. Et voilà, et moi je pousse dans ce sens, je pousse vers l'édition indépendante, vers des auteurs et des autrices qui ont peut-être des plans marketing inexistants, ou peu existants. Donc j'essaie d'aller vers là plutôt. Oui, j'ai prévu quelques questions à ce sujet. Ouais, c'est vrai que c'est assez intéressant de parler de ça. Avant ça, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu préfères dans ce métier, parce que je sais que c'est un métier qui a beaucoup de facettes, certaines qu'on n'imagine pas. Toi, quelle est ta partie préférée? Je pense que c'est vraiment lié au conseil, hein, clairement. Parce qu'après, on va avoir en effet tout un pan du métier qui est un peu plus caché en sous-marin, qui va être la manutention, qui va être la mise en place. Bon, ça, c'est sympa aussi, choisir la mise en place des bouquins. Mais il y a un vrai travail physique aussi, et c'est pas juste un travail intellectuel où on n'est pas avec nos lunettes à lire des bouquins toute la journée, clairement. Et le conseil, c'est une partie qui nous nourrit, qui nous fait du bien, qu'on fait pour beaucoup avec passion, puisque on aime à défendre, proposer des auteurs, des autrices qui y mettent souvent beaucoup d'eux-mêmes. Et faut savoir que c'est pas forcément très rémunérateur pour les auteurs et les autrices, le monde de la bande dessinée, qu'elle soit française ou japonaise. Alors évidemment, je parle pas de Ichiro Oda, hein, mais voilà, globalement, c'est des métiers qui sont très exigeants en termes de temps, en termes de vraiment où les gens se dédient, quoi, ils mettent beaucoup d'eux-mêmes dans leurs œuvres. Et ouais, et du coup, il y a une sorte de mission dont on se sent investi aussi pour défendre ce travail-là qui est fait, quoi. D'accord. Et justement, là, dans la librairie, toi, tu gères principalement cette partie manga et aussi le choix des références que vous allez présenter en boutique. Où c'est plus ou moins le cas. Après, c'est une toute petite librairie où du coup, il y a Julien qui est directeur de la librairie et libraire, moi, et après, on a Jean qui est alternant. Et du coup, étant une toute petite librairie, Julien, il va pas totalement déléguer un rayon. Il va toujours avoir une vision quand même d'ensemble parce qu'il y a des questions de trésorerie, tout simplement, Bien financières. sûr. Et, mais après, en effet, sur toute la partie manga, mais même BD, ceci dit, où je suis quand même un peu en retrait hein, sur les choix de bande dessinée. Mais sur la partie manga, je suis clairement la référente à la librairie sur les choix d'acquisition.
sur éventuellement parfois des rattrapages pour le fond, sur les quantités, parce que quand on fait nos commandes, évidemment, elles sont en lien avec des quantités. Alors, on a des suggestions de la part de nos différents représentants, mais oui, la prise de risque, souvent, c'est moi qui vais inciter Julien à lui dire, bah ça, non, tu vas pas en prendre 5, tu vas en prendre 15, celui-ci. Tu vois, des trucs un peu comme ça. Ok, ouais, ouais, c'est des vrais choix, hein, c'est investir dans un éditeur ou investir dans un auteur, le présenter, le défendre auprès des clients. Et il Ouais, faut que ouais, ouais, économiquement, derrière, ça puisse marcher et que ce soit viable. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et puis après, j'essaye aussi de faire un travail un peu avec les éditeurs également. Mais on en parlera, on va probablement en parler un peu plus tard, donc je vais pas trop anticiper. Mais ça, c'est un truc que j'essaye de faire de plus en plus, qui est pas évident parce qu'on n'a pas une grosse force de frappe. On est quand même une librairie dans une ville de 50 000 habitants, une librairie spé, avec une concurrence qui est bien présente, qui est à la fois deux librairies généralistes, dont une assez grosse avec un rayon BD important, manga un peu moins, parce que bon, bah, je pense qu'ils ont compris que bah, c'était plus la peine de pousser trop au niveau de leur rayon manga. Mais on a aussi un espace culturel Leclerc, une Fnac en zone commerciale qui est vraiment pas très loin, qui est très pratique pour les gens en voiture parce que autant c'est un enfer de se garer dans le centre-ville d'Arles, autant en zone commerciale, bah, c'est facile, on pose la voiture, on va acheter son tome à la Fnac. Donc on est aussi dans une dynamique pas forcément évidente pour avoir une grosse force de frappe auprès d'éditeurs pour organiser des choses. Mais bon, ça se fait. Oui, oui, ça se fait quand même assez bien. On va voir ça tout à l'heure. Et on parlait aussi de la sélection que vous faites. Donc, vous essayez d'avoir des choix assez pointus, mais vous vous forcez aussi à prendre tout ce qui va marquer un peu plus, à trouver un équilibre dans ce choix-là, à avoir par Euh, exemple des semaines, des grosses têtes d'affiche qui vont se vendre plus facilement. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est aussi le fameux 20-80. Alors, je sais pas si on est là-dedans exactement, hein. Mais c'est parce que à un moment donné, on vend une certaine masse, en masse de certains titres, qu'on va pouvoir aussi offrir des choses plus confidentielles et moins vendeuses, quoi. Oui, vous trouvez votre équilibre. Mhm. Ouais, oui, oui. Bah, oui, tu es obligé. Et puis, après, de toute façon, malgré tout, il y a des titres qui sont à un moment voués à partir, à sortir des étagères. Et parfois, c'est ça, pour moi, ça peut être des véritables crève-cœurs. S'il y a certains titres qui ne se sont pas vendus depuis un an, allez, un an et demi, quand vraiment c'est des choses auxquelles on tient, et ben parfois, on est quand même obligé de leur dire au revoir, quoi. Et ça, c'est dur. Ah ouais, je viens le croire. Mais à côté de ça, tu auras réussi à faire exister dans la vie de beaucoup de personnes d'autres sites que peut-être qu'ils n'auraient jamais connus. Donc, il y a aussi des victoires en parallèle. Il y a des victoires et puis il y a des titres qui reviennent parfois aussi. Et j'ai essayé de me mettre à ta place, donc de m'imaginer faire ton travail. Et je me demandais, est-ce que c'est difficile de conseiller quelqu'un en étant soi-même passionné? Je suppose qu'on doit parfois se détacher de ses propres goûts pour épouser un peu plus facilement la demande d'un client. Et ben c'est pas du tout ma façon de voir le métier. Et c'est un peu, moi je suis un peu rock and roll et du coup, ce que je disais tout à l'heure, en fait, je vais un peu peut-être redire la même chose, mais où j'aime bien ouvrir des perspectives. Donc peut-être créer de la surprise. Et du coup, bien sûr, hein, je vais pas non plus diriger quelqu'un qui me demande un shonen neketsu vers de l'eroguro, hein, on n'en est pas là non plus. Mais j'ai du mal à conseiller de façon passionnée quelque chose qui me passionne pas moi-même, quoi. Et c'est rare que j'ai des conseils très fermés, ça peut arriver. Mais en général, j'ai suffisamment de choix pour aller proposer des titres qui me plaisent. Et bah, du coup, c'est ce que j'aime faire le plus. Oui, oui, ça se ressent, hein. Je me souviens, moi, j'étais pas du tout dans ça. C'est toi qui m'as mis mon premier cagot dans les mains. Et ça a été une super expérience alors que je m'attendais pas du tout à ça. Je l'ai feuilleté un peu, je trouvais ça, enfin, j'avais jamais vu ce type de visuel, mais je regrette pas du tout, hein. J'ai vraiment adoré ça. C'est bien des fois d'être un peu bousculé des premières attentes qu'on peut avoir et de découvrir autre chose.
Ouais, après j'y vais quand même petit à petit, hein. Attention, il y a parfois c'est vraiment du travail qui peut prendre un peu de temps ou je vais y aller graduellement, hein. Je vais pas mettre des cagots ou des marrons entre les mains de tout le monde d'entrée de jeu, quoi. J'entends bien. J'entends bien. As-tu une anecdote à nous partager? Une histoire avec un ou une cliente que tu aimes bien raconter, par exemple, à tes amis? Ouais. Donc tu m'as posé la question tout à l'heure et du coup, il y en a une qui m'est vraiment revenue en tête. Alors bon, faut savoir que je ne suis pas le libraire se cache. Je n'ai ni son talent d'écriture ni de mémoire, donc je n'ai pas 150 000. Et puis, je vais vous passer les anecdotes de clients relous parce que voilà, la flemme. Mais j'en ai une très très mignonne où il y a un étudiant de MOPA, donc qui est une école d'animation qui existe à Arles, qui vient régulièrement, qui est un lecteur de manga passionné. Et bon, bah, quand on est étudiant, en général, on n'a pas trop de thunes. Donc voilà, il y va avec parcimonie sur les achats. Et puis, une fois, on parlait ensemble. Alors, je sais plus si on parlait de Daisuke Igarashi. Je crois que c'est tout à fait possible. Mais on avait une conversation autour du manga. Et donc, il était en caisse. Je crois qu'il avait pris 3 mangas. Il attendait. Et il y a une dame à côté, d'environ, je sais pas, elle avait 50 ans peut-être, qui écoutait, fascinée, la conversation. Et au moment où il allait payer, elle lui a dit, non, jeune homme, c'est pour moi. Je vous les offre, ça me fait plaisir. Ça me fait du bien d'entendre autant de passion. Et je sais que quand on est étudiant, on n'a pas un rond. Et du coup, voilà, c'est, je vous les offre, vos bons gars. C'est trop mignon, j'adore. C'est beau ce genre de moment. Bah franchement ouais, c'est rare, hein. Ça m'est pas arrivé en 5 ans, ça m'est arrivé qu'une fois, tu vois, mais c'est des petits moments où tu retrouves un peu goût en l'humanité, qui te font un espèce de bien vraiment instantané. Et ouais, ouais, c'était chouette. Bon, mais la prochaine fois que je viens à la caisse dans ta librairie, je parlerai bien fort et je dirai que j'adore les mangas plus que tout. C'est ça, oui, tu peux tenter. Je l'ai jamais revue encore cette dame, mais Ouais, c'est chouette. Merci pour l'anecdote. avec plaisir. Alors, j'aimerais parler d'un sujet un peu annexe. Comment est vu le milieu de l'occasion euh, par les librairies? Donc, par exemple, les plateformes comme Vinted, Le Bon Coin, eBay, Rakuten. Ouais, vaste question. À la fois, je pense qu'à la fois, ça peut créer une forme de cercle vertueux puisque on peut commencer une série d'occasions vers laquelle on ne se serait pas forcément tourné et puis on va pas forcément trouver tous les tomes d'occasion, on va compléter avec des achats neufs, je l'espère en librairie. Mais après, en même temps, la revente, ça peut aussi avoir un impact, alors pas sur les gros éditeurs, mais sur les plus petits où il y a quand même de la revente finalement et du coup bah, c'est des achats en moins. Mais clairement, nous sur nos ventes, depuis que le marché de l'occasion ça s'est développé, je pense que ça a tout de même un impact qui est quand même assez difficile à, ouais, à vraiment comptabiliser parce que du coup, à chiffrer. Parce que la conjoncture actuelle, l'inflation et tout un tas de paramètres font que ça joue beaucoup sur les achats neufs aussi. Donc, ouais, c'est très difficile à chiffrer tout ça. Ouais, je comprends. Je comprends. Mais c'est bien de souligner qu'en effet, peut-être qu'il peut y avoir un impact un poil plus marqué ou plus visible sur les petites maisons d'édition plutôt que Ouais, je sur les pense, ouais. libraires. Moi, intimement, j'avais plus pensé que ça pouvait aussi être un cercle vertueux que si des gens achètent de l'occasion et puissent en parallèle acheter des nouveautés en neuf et être dans cette passion-là et consommer justement. Et que c'était pas évident que ce soit que du négatif pour les librairies, s'ils font Non, les non, deux, bien sûr. ouais, Et tout pour à les fait. éditeurs, Ouais, ouais, c'est vraiment, c'est très difficile vraiment de répondre à cette question. Et après, comme tu dis, je pense qu'il y a malgré tout, si les acheteurs d'occasion se tournent vers des grosses séries plutôt que des titres de niche, bah, ce sera déjà quelque chose de gagné, quoi. et est-ce que vous avez réfléchi à en faire? Euh, très, très, très vaguement. Mais on n'a pas vraiment la place parce qu'il faut quand même pas mal de place pour pouvoir gérer ça. C'est vrai. Et puis ça prend du temps quand même aussi. Alors parfois, il y a
il y a des sociétés externes qui proposent de faire un peu le job pour toi. Mais bon, jusqu'à présent, on a regardé un peu ce qu'ils nous proposaient, mais on n'a pas sauté le pas et pour l'instant, on vend que du neuf. Ok, alors je suis très content de te poser la prochaine question. J'ai Nombreux peur. sont... Non, non, justement, je pense que tu vas être contente et peut-être même un peu fière, mais nombreux sont les événements auxquels tu participes en invité ou en organisatrice. Et j'ai eu vent de ce qui se trame actuellement à Arles. Peux-tu nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Oui, alors ça, c'était une grande fierté. Bah, il y a un an de ça, j'ai appris qu'un titre très important dans l'histoire du manga et très important tout court allait être publié par un éditeur qui s'appelle Naban. Et ce titre, c'est Kazetoki no Uta, le poème du vent et des arbres de Keiko Takemiya. Et il se trouve que le titre se passe dans les environs d'Arles, au 19e siècle. Donc, quand j'ai eu connaissance de la sortie, la première parution française de ce manga, j'ai tout de suite écrit à l'éditeur pour lui dire bah ça serait quand même chouette de marquer le coup et d'organiser quelque chose. Et ça s'est concrétisé. Donc ça a pris un petit peu de temps. C'est un Aban, ils sont vraiment, c'est une toute petite équipe. Donc voilà, on avait des échanges de mails où parfois il y avait pas mal de latence et tout. Mais ça s'est fait. Et je suis très contente. Du coup, on propose jusqu'à la fin de l'été une petite exposition qui se déploie dans l'espace de la librairie, mais aussi principalement à l'étage d'un coffee shop qui s'appelle Mazette, qui est juste à côté sur la place Antonelle. Donc c'est vraiment très modeste, mais c'était une façon de mettre en avant ce titre et puis de profiter de l'occasion que et d'être un peu local, que ça se passe dans les environs d'Arles. Et voilà, je sais pas si tu veux que je parle un peu du manga en quelques mots. Oui, moi j'aimerais beaucoup. Et peut-être qu'il y a certaines personnes qui l'auront déjà essayé dans les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Mais c'est un titre du coup qui date de 1960 qui comptera 11 tomes dans l'édition que Naban est en train d'éditer, 10 ou 11, je sais plus, j'ai un petit doute. Et c'est un des titres qui a vraiment été crucial pour le renouveau du shoujo manga à cette période, euh, au même titre que des mangas de Moto Hagio, dont on parlera un peu plus tard ou encore Ryoko Ikeda, l'autrice de La Rose de Versailles. Et en fait, c'est toute une génération d'autrices qui, euh, qui ont participé à redéfinir les codes du shoujo manga, donc du manga pour jeunes filles, et les faire sortir un peu de leur carcan et d'aller vers des choses beaucoup moins stéréotypées, beaucoup plus psychologiques, plus sombres parfois, de diversifier aussi les genres, puisque que ce soit Keiko Takemiya ou Moto Hagio, elles iront vers des mangas de genre comme la science-fiction. Et Le poème du vent et des arbres, c'est un manga qui se passe donc dans les environs d'Arles au 19e siècle dans un pensionnat. Donc voilà, le cadre du pensionnat, c'est quelque chose qu'on va retrouver et avant et après, sur la période des années 70. Et il met en scène un garçon qui est le fils d'un vicomte et d'une tzigane. Donc déjà, bon, voilà, un personnage qui sort des sentiers battus de par son origine. Et il va être assez vite fasciné par un jeune garçon qui s'appelle Gilbert Cocteau, qui est un espèce d'éphèbe un peu angélique, asexué, qui a quelque chose d'asexué en tout cas, dans l'apparence. Et voilà, alors, je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais en tout cas, dans la relation, il va se nouer des choses assez fortes
on va passer par mal d'états émotionnels et psychiques avec la lecture de ce titre, qui est une lecture pas évidente, puisque ça va aborder des sujets comme parfois la pédophilie, le racisme, les différences de classe, etc. Ok, merci pour l'explication et bravo hein, d'avoir monté cette exposition. C'est génial. Qu'il y ait des gens qui donnent du temps, de l'énergie pour faire des choses cool, en fait, tout simplement. Ouais, 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 des choses cool qui vont pas non plus avoir un impact euh, énormissime. Malgré tout, ça permet de mettre en avant un titre qui, malgré sa très, très, très grande importance, euh, j'ai envie de dire matrimoniale, ne va pas non plus faire des ventes incroyables. Mais on est content, nous, des ventes à la librairie sur un titre comme ça. Et clairement, l'exposition pousse les ventes, hein. On voit l'impact que ça a. Et voilà, et ça, c'est chouette. Bah, trop bien, trop bien. Il me reste deux petites questions que je vais te dire dès maintenant. Le milieu du livre paraît de l'extérieur assez cool. C'est tourné vers la culture et vers une passion commune. En interne, les rapports entre les maisons d'édition, les distributeurs ou vous, le dernier chaînon, est-il aussi beau et rose que ça? Écoute, j'ai envie de te dire oui. Nous, on a rarement des rapports directs avec les maisons d'édition. C'est rarissime parce qu'ils ont d'autres choses à faire, hein, tout simplement. Alors, ceci dit, après, il y a quand même des gens qui s'appellent des relations libraires qui existent dans les maisons d'édition et qui font entre la librairie et la maison d'édition. Donc, par exemple, c'est à eux et à elles qu'on s'adresse pour les demandes de dédicaces. Mais après, en soi, ça va un peu se limiter à ça, les rapports qu'on va avoir avec les maisons d'édition. Et ensuite, nous, on va plus avoir directement affaire avec les représentants, donc qui assurent ce qu'on appelle la diffusion en librairie. Donc, qui vont venir représenter un certain nombre de maisons d'édition. Et nous, on va leur faire, ils vont nous présenter les titres, on va leur faire les précommandes. Et quand il y a des problèmes sur des bouquins, c'est à eux qu'on s'adresse. Donc, franchement, c'est chill, tu vois. Et après, les problèmes qu'on peut rencontrer, ça va être vraiment des problèmes très, 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 très concrets, comme par exemple des problèmes de fabrication. Ça arrive régulièrement. C'est arrivé pas plus tard qu'il y a quelques semaines. Je pense que vous en avez entendu parler du drama autour de l'image de Guts avec son épée qui a été mal retouchée et du coup qui se retrouve avec deux lames et pas de manche. Pour le tome 2 de l'édition Prestige. Donc voilà, ce genre de choses peut arriver et du coup, bon, ça peut faire un peu râler parce que du coup, ça veut dire que nous, on peut avoir des coûts de transport parce qu'on va payer le transport retour des bouquins défaits. Donc voilà, on va dire que en général, le pire qui peut arriver, c'est ça. Et aussi quand on reçoit les bouquins et que moi j'aime bien râler sur les choix éditoriaux qui ont été faits, sur tout ce qui est en effet fabrication. Je me dis non mais pourquoi ils ont fait ça comme ça et pourquoi quel choix et quelle couverture qui rend pas du tout justice au livre. Enfin voilà, ça c'est presque un petit plaisir, tu vois. Ok. Mais mais sinon, non, ça se passe bien. Et puis même avec les représentants, on ne se sent pas sous pression par rapport à nos quantités. Il y en a qui sont un peu plus forceurs que d'autres, mais ça va. C'est, je te dirais que c'est pas la difficulté du métier, quoi. C'est plutôt des bons rapports. Mais surtout, vous êtes affilié au réseau Canal BD, donc je pense que si en plus les choses sont cadrées, peut-être que ça apporte encore plus de fluidité si ça rentre en jeu avec vos distributeurs, justement, ce réseau. Ouais, je pense que ça a un impact parce que du coup, ben, un réseau de plus de 140 librairies, forcément, ça a un impact beaucoup plus grand qu'une librairie qui va être isolée. Et c'est le cas pour... Oui, oui, t'as raison, ouais. Ok. En effet, on a entendu légèrement parler de ce problème sur la réédition de Berserk. Bon, certains éditeurs ne travaillent pas ou très peu avec les librairies. Sur ce Discord, c'est un sujet très récurrent et assez critiqué. Comment voyez-vous ça? Vous sentez-vous mis à l'écart ou vous comprenez ce choix commercial?
Ça nous énerve, ça nous agace. On trouve ça dommage parce je pense que finalement c'est pas forcément un bon calcul. Malgré tout, en général, ces éditeurs-là ont des modèles économiques peut-être un peu différents. Bon, je pense à Meian, hein, quand je dis ça, à IDP. Ouais. Mais après, ceci dit, il y a eu des plus gros éditeurs qui travaillaient très mal avec les libraires, comme Noévé Graphics, qui revient chez Meian d'ailleurs. Ah. Euh, mais oui, non, c'est vrai. Nous, ça peut nous agacer parce qu'il y a certains éditeurs où on n'a jamais de service de presse, où ils ont des conditions vraiment compliquées parce qu'on doit travailler en direct avec eux. Ils sont pas distribués, donc pour nous, c'est toujours beaucoup plus de charges de travail. Oui, 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 oui. Oui, oui, c'est vrai que ça existe. Ah, malheureusement, enfin, heureusement plutôt, c'est plutôt rare. Mais oui, ça existe tout à fait. Les mots sont dits. Pour clôturer cette belle interview que tu nous offres, j'aimerais te proposer une série de questions courtes. En gros, tu peux répondre rapidement par oui, par non, ou par le nom d'une œuvre ou d'un auteur. Ok, Ouais, prête? let's go. Allez, je te mets un peu dans la sauce directe. Ton éditeur préféré en termes de catalogue? Là, je peux dire oui ou non du coup. Tu t'en sors comme tu veux. Ah, c'est pas facile, hein. Bah, je vais quand même dire le lézard noir. Ok. Hirayasumi ou Yotsuba et Oui, Rayasumi. papier ou numérique? Papier. Moto Hagio ou Keiko Takemiya? Moto Hagio. Moto Hagio ou Atsushi Kaneko? Moto Hagio. Client novice ou client initié? Hein. Aïe, 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 aïe. Ah non, mais là, je peux pas choisir. Là, c'est trop dur. Fais une pirouette. C'est pas grave, passe à la prochaine. Ah, vas-y, next. Tranche de vie ou Héroguro? Ah, c'est salaud, ça aussi. Eh oui, je me suis amusé. Aïe, 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 aïe. Non, c'est pas possible. Là, c'est des dilemmes moraux, là, vraiment. Allez, je te libère. Petit format ou grand format? Petit format. Édition classique ou édition collector? Classique. Un manga où tu as ri. Qu'est-ce que je vais dire? Dan Dan Dan. Ok. Un manga où tu as pleuré, si c'est arrivé. Est-ce que c'est... Ouais, bonne Nippon Poon. Ok. Moto Hagio ou Taiyo Matsumoto? Putain. Je vais garder en boss finale. Ouais, vas-y, Matsumoto. Ok. Et la dernière, tu vas devoir faire preuve une dernière fois de créativité. Si tu pouvais vivre dans un manga, dans lequel souhaiterais-tu vivre? Dans un Euh, univers ou dans un univers auteur? Anna Tadaizawa. Ok. Ben, merci beaucoup. On en est venu à bout. Merci pour toutes les réponses. C'était super. Et ça va, tout s'est bien passé pour toi? Bah écoute, nickel, j'espère que vous avez appris peut-être deux, trois trucs et que vous avez apprécié. Découvrir un peu plus les coulisses de la librairie. Spé Manga, du coup. Ah ben, C'est je très suis chouette. sûr que Merci oui. beaucoup. Ouais, je confirme, Ok. c'était super intéressant. Merci pour l'interview. Franchement, on s'est régalé avec ces questions et tes réponses, Laetitia. Et ouais, notamment la question sur le poème du vent et des arbres. Moi, je l'ai lu il y a pas longtemps, du coup, les deux premiers tomes, et j'ai vu que c'était à Arles BD. Je me tâte à faire la route là entre Marseille et Arles juste pour venir voir l'exposition et pour visiter la librairie aussi. Ça donne envie. Bah écoute, avec plaisir, ouais, t'es pas très loin, donc ça vaut le coup de faire le saut. En plus, t'as les expos de photos en ce moment. C'est jusqu'à fin août, hein, c'est ça? L'expo, ouais, elle est jusqu'à fin août. Ok, j'y réfléchis. Bon, dans tous les cas, on aura le temps d'échanger tout à l'heure ou même en off. Je pense que je vais basculer directement sur la deuxième des trois parties du club. Donc, 5 membres du club vont présenter une œuvre qu'ils ont jugée un peu connue, pardon, ou, ouvrez les guillemets, niche. En accueillant aujourd'hui un libraire spécialisé, on voulait humblement essayer de proposer des œuvres qui sortent de l'ordinaire. Voici donc notre petit programme. Protéis présentera Heterogénéa Linguistico. Cam enchaînera avec Demain est un autre jour. Laetitia reprendra la parole pour présenter Golden Yukiko. Trivium, qui malheureusement ne peut pas être ici, nous a préparé un écrit de sa présentation d'Ichi the Killer. Je me chargerai de vous la lire. Saki, elle, a choisi un titre ajouté uniquement 45 fois sur Manga Collect, Cinderella. Et on peut commencer dès maintenant avec Crotéis, si tu es prête. J'ai pas trop le choix, donc je vais dire oui. Allez hop. Allez. Du coup, ouais, je vais vous présenter Heterogénéa Linguistico avec en sous-titre Études linguistiques des espèces fantastiques.
C'est de Salt Seno, c'est édité par Nobidobi dans leur collection Genki, qui est une collection tout public. La série est toujours en cours. On va avoir, nous, en France, le 6e tome, normalement, en juillet 2026. Sachant qu'habituellement, on avait un tome par an, mais le A mangaka a pris une pause de 6 mois après la sortie du tome 6 au Japon. Du coup, c'est un peu décalé. Grosso modo, pour faire un résumé un peu rapide, on suit Akaba dans sa mission pour aller étudier la manière dont communiquent les créatures de l'outre-monde. Sauf que, petit bémol, il est juste apprenti linguiste. Il part seul à la place de son professeur qui s'est blessé au retour d'une expédition. Sur place, il sera guidé par Suzuki, qui est mi-loup-garou, mi-humaine, et qui l'aidera, quelquefois, à mieux comprendre ce monde qu'il ne connaît que grâce aux livres et aux notes de son professeur. C'est un manga qui va mêler fantasy et slice of life avec pour fil conducteur un voyage initiatique ayant pour but la rédaction d'un manuel pour décrypter les mots, les mouvements et les couleurs utilisées pour communiquer, pardon, et on comprend la logique inhérente pour pouvoir ensuite y adapter au corps et à la perception des humains. C'est une sorte d'odyssée linguistique autant que culturelle, où Akaba aura quelquefois du mal à se défaire de son prisme d'apprenti linguiste, mais surtout de son prisme d'humain. Cela fait que le manga il va être ponctué de scènes drôles, que ce soit sur le moment, que nous on va percevoir comme drôle de par notre perception d'humain, ou au contraire à retardement, quand en fait on comprendra en même temps qu'Akaba la bêtise qu'il a faite, due au décalage entre son monde à lui, qui est aussi le nôtre, et celui de l'outre-monde, et du coup, on va apprendre souvent en même temps que lui certaines choses qui va nous permettre en fait de comprendre des choses qui se sont passées des fois 1 à 2 tomes avant, que ce soit drôle ou au contraire des fois même un peu triste. Ce qui est bien, parce que moi ce que j'ai vraiment apprécié aussi de mon point de vue de traductrice, c'est qu'en fait le manga il prend vraiment le temps de montrer comment Akaba va élaborer ses hypothèses, qui sont un mélange de sa propre expérience sur le terrain, mais aussi des notes que son maître lui a laissées. Du coup, on va le voir tester, se tromper, réussir du premier coup, ou croire réussir du premier coup. Il va apprendre de ses erreurs, il va se corriger les fois suivantes. Et vraiment, en fait, il va surtout apprendre à écouter et observer tout ce qui se passe autour de lui, comment les différentes espèces interagissent entre elles malgré leurs différences. Bon, en fait, il va surtout se rendre compte que, ben, pour pratiquer une langue, bah, ça passe aussi par tout ce qui va être culture et comment les émotions sont décrites dans les différentes cultures. Et du coup, ça va être un voyage plein de curiosité, d'humilité. C'est vraiment, enfin, une ode à l'écoute, à la compréhension, et le tout un peu saupoudré d'émerveillement face à la diversité que Saltseno a réussi à créer entre toutes les différentes espèces et les différents langages adaptés à chaque espèce et comment les espèces entre elles arrivent à communiquer malgré leurs différences physiques. Voilà, moi, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année, petite découverte bien sympathique. Voilà, c'est tout pour moi. Eh bien, merci beaucoup de nous l'avoir partagé. Et du coup, vu est-ce ça nous mène à avoir beaucoup d'explications? Est-ce que c'est verbeux comme manga? Pas du tout, parce qu'en fait, vraiment, on n'a pas tellement de, comment dire, de gros laïus linguistiques. En fait, on se rend compte que bah, sont pas du tout la même façon de communiquer que nous. Par exemple, les loups-garous, ils vont fonctionner sur une base de grognement et sur une base d'odeur, où en fait, nous, en tant qu'humains, on va pas sentir les odeurs que eux sentent en tant que loups-garous. Et du coup, en fait, Akaba, des fois, il va se retrouver perdu. Par exemple, à un moment, il y a un truc, c'est un loup-garou qui dit, bah tiens, est-ce que tu pourras donner ça à quelqu'un? Et le loup-garou part. Et Akaba n'a aucune information. Du coup, il va demander à Suzuki, enfin, il m'a rien dit, comment je sais? Elle lui dit, bah l'odeur qu'il y a sur le paquet. C'est la personne qui aura la même odeur. Et il y a plein de petites scènes comme ça où en fait, au fur et à mesure, on va avoir des extraits de notes où des fois on va rien comprendre comme Akaba et on va comprendre un peu plus comment ça se passe avec des situations réelles. Donc il y a vraiment, c'est pas du tout verbeux vraiment. Ça, pour le coup, ça va très bien dans le label Genki de Nobidobi, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et en plus, Ime a compris que franchement, si ça c'est pas positif. Et allez, on tire des balles. Avant qu'il y ait une autre balle qui soit tirée, je vais donner la parole à Cam.
Tu dois aussi nous Ouais, présenter moi, un titre. franchement, c'est juste pour rebondir sur le titre qu'a présenté Proteus, moi ça me donne vraiment envie. J'avais juste une question c'est par rapport à la couverture. Je peux pas m'empêcher de penser à Glouton et Dragon. Et même au niveau des dessins, déjà est-ce que tu as lu Glouton et Dragon et est-ce que ça se ressemble un petit peu en termes d'humour, d'ambiance Ouais, ça peut se ressembler sur le côté fantasy et dessin assez simpliste mais efficace. Si Ok. c'était ça ta question. Ouais, c'est ça. Franchement, ça m'attire bien. Tenter l'expérience. Ah, Merci c'est pour la juste que présentation en tout cas. le rythme de parution est un petit peu lent, surtout avec la pause de la mangaka qui a duré 6 mois. Et je crois que maintenant la parution Ok. est au rythme de tous les 2 mois. Donc on D'accord. peut attendre le tome Ok, top 7 ça. pour 2027. Ah oui. Ah oui, Voilà. d'accord, ouais. Donc vraiment un par an. Ouais. Ben merci, je reprends le flambeau. Donc moi, je vais vous présenter Demain est un autre jour d'une autrice que j'apprécie tout particulièrement. Je pense que vous le savez si vous suivez un petit peu mes vidéos, mon Insta, qui est Kumsuk Jandri Kim. Donc c'est une autrice coréenne. Moi j'ai lu tout ce qu'elle a fait, tout ce qui est sorti en France en tout cas, puisque pas mal de ses œuvres sont sorties en France. Elle est mariée avec un Français qui est d'ailleurs le traducteur de la plupart, voire de toutes ses œuvres. Moi, j'avais commencé par Mauvaise Herbe de cette autrice qui est excellent aussi. Mais mon vrai coup de cœur, c'est Demain est un autre jour, donc qui est paru en 2023 chez nous, chez Futuropolis. Bon, ça coûte 26 euros, donc c'est quand même un petit investissement, mais le livre en lui-même est très beau comme tout ce que font Futuropolis en général, donc du cartonné, avec des belles pages, etc. Et sur l'histoire, on est sur l'histoire d'un couple, donc Bada et San, qui vont nous raconter un petit peu un récit de vie que beaucoup de monde traverse, mais que peu de monde raconte, notamment sur les difficultés d'avoir des enfants, tout simplement, et le regard aussi familial, c'est-à-dire la pression familiale que se prennent ces couples sur l'arrivée ou non d'un petit enfant et les jugements aussi du fait le couple va avancer dans l'âge, où ils en sont justement du fait de faire un enfant et le fait que il n'y a plus vraiment d'intimité en fait à ce niveau-là et sauf que ce que savent pas le monde extérieur et leur entourage surtout, c'est que souvent ces couples-là traversent des moments difficiles, des difficultés, des vraies difficultés à enfanter. Et donc, comme Suk Kim va nous partager en fait un récit qui va réussir à retransmettre toute cette douleur, toute cette culpabilité aussi et tout ce ressenti envers ses entourages qui arrivent pas à garder cette discrétion et surtout les anciennes générations, on va dire, puisque aujourd'hui c'est de moins en moins tabou. Mon avis à moi sur cette œuvre, c'est que ce que j'aime justement par rapport au tabou, c'est que comme celui que Jandre Kim va totalement les briser comme dans la plupart de ses œuvres. Elle va nous faire comprendre que se reproduire, avoir une descendance, ça fait partie de notre instinct animal. Et c'est aussi l'un des plus vieux codes de notre société. Mais aujourd'hui, c'est plus une obligation. Donc à une heure où les problèmes de fertilité, les recours à la conception assistée, comme les FIV, etc., sont de plus en plus fréquents, on va avoir ces deux personnages, Bada et San, qui nous partagent justement tous leurs ascenseurs émotionnels du fait de tomber enceinte ou d'avoir un bébé qui reste justement et pas de fausse couche. On voit justement tout leur entourage leur mettre une pression pas possible avec un discours qui néglige totalement la bienveillance dans leur propre intérêt, puisque eux, leur intérêt, c'est de devenir grands-parents et de perpétuer un certain héritage. Et comme je disais, aujourd'hui, les langues commencent petit à petit à se délier. La société essaye de se conformer à une nouvelle époque. Pas tous les couples ne veulent enfanter, soit par choix, mais souvent aussi par impossibilité physique, physiologique. Et voilà, derrière un couple qui n'a pas d'enfant, se cache souvent une histoire, des moments douloureux, et souvent ponctués par cette pression familiale qui est loin d'être la bienvenue. Donc moi, je conseille cet ouvrage à tout le monde, que vous souhaitiez avoir des enfants ou pas, que vous en ayez déjà ou pas, parce que je pense que chacun pourra s'identifier à au moins un personnage de cette histoire. Donc pour moi, comme je vous disais, c'est la meilleure œuvre de cette autrice.
et pourtant, le reste de ses œuvres est vraiment excellent. Mais grâce au message qu'elle porte et grâce à la qualité graphique de cette œuvre aussi, pour moi, ça a été vraiment un coup de cœur absolu qui a sa place dans les ouvrages les plus incontournables de ma collection, tout simplement. Ah oui, à ce point-là, c'est vendeur, hein. Ouais, ouais, c'est vraiment une œuvre qui m'a vraiment marqué, donc ouais, je la conseille vraiment à tout le monde sans exception. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur le titre ou poser une question? Mais en tout cas, oui, j'avais lu une œuvre de l'autrice et je pense qu'il y a un jour où je vais me poser et explorer le reste de ce qu'elle a écrit et dessiné. J'ai beaucoup de bons T'avais retours lu quoi du dessus. coup? J'avais lu, alors il faut que je dise le titre exact, ben, c'était Mon ami Kim Jong-un. Ah oui, qui est sorti début d'année, qui est très très bon aussi. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce que, si je me souviens bien, ce que j'avais présenté au club de lecture organisé par Laetitia. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Mm. Et en parlant de Laetitia, elle va reprendre la parole pour nous présenter Golden Yukiko. Oui, alors j'ai choisi ce titre, Golden Yukiko, Elle brillait d'un éclat infini, qui est un titre de Natsuhiko Miyazaki, qui est paru au Lézard Noir. C'est un gros tome qui fait... Alors attendez, est-ce qu'il y a de la pagination dessus? Ouais, qui fait environ 300 pages. C'est assez généreux. Et c'est la première fois qu'on a un titre de cette autrice en France, qui est une autrice qui est née en 1987 et qui a fait ses débuts dans le manga dans les années 2010. Donc c'est pas non plus une débutante. Elle est considérée au Japon comme la figure de proue d'une nouvelle génération, et en particulier dans le manga alternatif. Et je pense que si le magazine Garo existait encore aujourd'hui, on pourrait être sûr qu'elle y serait publiée. C'est le premier titre de l'autrice qu'on a en France, mais elle a été précédemment publiée en anglais chez Glacier Bay Books. Je ne sais pas si l'éditeur parle à certains et certaines d'entre vous. C'est un éditeur américain totalement indé qui fait des revues, mais aussi qui publie des mangas. Donc, dans les revues, on peut trouver des formes courtes et après, il y a aussi souvent du one-shot hein, pour des questions aussi financières. Mais c'est un éditeur vraiment intéressant. Si vous lisez en anglais, je vous conseille et on peut trouver les bouquins de Glacier Bay Books dans une librairie à Paris qui s'appelle Apum Bapum. Et on peut aussi les trouver. Normalement, ils ont un stand à Angoulême depuis quelques années. Où ils vendent leurs bouquins en direct. Sinon, bon, après, voilà, ça fait un peu plus de trajet pour les livres. Donc Golden Yukiko, c'était un titre que j'attendais beaucoup parce que j'avais vraiment très hâte de découvrir cette autrice dont j'avais vu le nom passer précédemment. Et c'est un tranche de vie, lycéen, slice of life, romance, mais vraiment très chelou. Le personnage principal, c'est Noboru Namiki. C'est un lycéen qui s'imagine la présence d'une certaine Golden Yukiko qui embellit son quotidien un peu morne. Et on sent que voilà, elle lui apporte une présence réconfortante et vraiment elle rythme un peu son quotidien. Et il se trouve que il va se passer un truc un peu étrange et il va être rencontré une jeune fille qui existe a priori dans le monde réel, qui semble véritable et qui s'appelle Golden Yukiko. Sauf que elle va être bien différente de sa version imaginaire. Donc c'est vraiment un univers très 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 singulier. Natsuhiko Miyazaki, dès la lecture terminée, je suis allée commander son recueil de nouvelles SF chez Glacier Bay Books tellement j'en voulais plus et je sentais que j'étais en train de découvrir quelqu'un avec un univers un peu insaisissable et c'est vrai que c'est des choses qui m'arrivent un peu rarement donc du coup ça m'a tout de suite vraiment beaucoup hypée.
Et ça ressemble à rien d'autre, vraiment, vraiment. Et il y a un peu de fantastique, il y a une vibe très bizarre, c'est un peu onirique, c'est un peu psychologique. Il y a des éléments qui vont être très ancrés dans le réel aussi, parfois même acerbes, triviaux. C'est assez indescriptible, même au niveau de son dessin. Je ne saurais vraiment pas dire à quoi ça ressemble. Il y a, il y a un trait tout à fait étonnant, avec parfois des personnages qui vont frôler quelque chose d'assez proche de la caricature. En même temps, il y a une forme de légèreté aussi dans son dessin, quelque chose de spontané, mais qui en même temps est très composé, très travaillé. Euh, Moi, j'aime bien quoi, cette ambiance un peu chelou. Le héros, il va avoir une famille assez dysfonctionnelle avec une mère avide de chirurgie esthétique qui, à un moment, elle va se barrer pour la tournée d'un de ses groupes préférés. On a un père qui passe un peu comme ça, à un moment moitié dépressif, et puis à un moment, il s'avère assez maltraitant envers son fils. Et puis, il y a le personnage du grand-père. Alors là, on atteint un peu des summums de what the fuck, où il est en fin de vie et il veut voir son dernier tournoi de sumo. Donc, il débarque dans la ville où vit son petit-fils. Son petit-fils se retrouve à vivre avec lui dans sa chambre. Peut-être que lui, il va amener une petite touche d'humanité à ce jeune homme avec des gestes assez doux. Mais voilà, je vous conseille de faire la lecture. Je vais pas tout vous raconter. Vous allez voir l'entrée en matière est plutôt surprenante et résonnera avec une fin qui est laissée un peu à votre interprétation. Mais ouais, c'est une autrice que j'ai trouvée absolument passionnante et clairement, je continuerai à la lire et à découvrir son univers. Je pensais qu'il y avait un bug, mais je pense que Nils a peut-être pas rouvert son micro. Ouais, du coup, je l'ai lu aussi, Golden Yukiko. Merci pour ta présentation, Laetitia. Moi aussi, j'ai passé un moment un peu suspendu. Je sais pas si tu as eu cette impression-là, mais vraiment, tu as l'impression de rentrer ouais, parce que, comme tu disais, dans un univers qu'on connaît pas trop. Et cette envie aussi, quand on finit le bouquin, d'en savoir plus, d'en découvrir plus sur ce que peut faire cette autrice. Donc j'espère que le manga trouvera de la résonance en France et que le Lézard Noir pourra éditer d'autres œuvres de l'autrice. Je ne sais pas si toi, tu as des infos un peu déjà à ton échelle, à ta librairie, si ça se vend un petit peu. Écoute, moi, ça se vend pas du tout. Je compte sur le mois d'août pour en écouler quelques-uns, mais c'est un titre qui va en tout cas faire partie de mes conseils à la librairie, clairement de mes coups de cœur. J'espère qu'il va trouver du soutien parce que c'est, pour le coup, là, on soulève un enjeu, c'est que si ça se vend pas, eh ben, on n'aura pas d'autres titres de l'autrice. Voilà, tout simplement. Donc, et ça serait vraiment terrible. Ah oui, ça serait terrible. Franchement, je serais hyper triste si on s'arrête là alors que c'est hyper prometteur de ce qu'on voit dans Golden Yukiko. J'ai qu'une seule envie, c'est de découvrir tout ce qu'elle a fait. C'est ça. On croise les doigts et puis acheter Golden Yukiko. Je Clairement. l'ai pas encore fait pour ma part. Je Mais pense que je me le prendrai à la rentrée, mais j'étais surpris aussi du timing de le sortir mi-juillet de la part du Lézard Noir. Je sais pas si c'est idéal, mais Et ça peut s'expliquer parce que c'est un moment un peu calme sur les sorties. Bon, alors après, il y a Japan Expo. Donc, il l'a sorti pour Japan Expo. Et ensuite, pour la vie en librairie, nous, une fois Japan Expo passé, on n'a plus énormément de nouveautés, en fait. Donc, ça permet aussi peut-être qu'il reste un peu plus longtemps sur les étagères, plutôt qu'il soit invisibilisé par une vague de nouveautés en septembre. Voilà. Et plus tardivement à la rentrée, parce que les nouveautés, après, ça ne cesse d'arriver jusqu'au mois de novembre. enfin, Donc, je pense que c'est une de ces stratégies, c'était le sortir pour Japan, et après, qu'il vive un peu sur les rayonnages des nouveautés pour l'été, quoi. faut espérer que ça trouve son public cet été. Et ça, Exact. Ouais, tout à fait, ouais. Mais en tout cas, nous, on a bien reçu le message et on va se pencher sur le manga. Pour ceux qui l'ont pas encore lu. Parce que je vois qu'il y en a quand même quelques-uns qui l'ont lu. On va basculer vers la prochaine présentation, qui est celle de Trivium, qui ne peut pas parler aujourd'hui. Et du coup, je suis chargé de lire ta fiche de lecture, Ichi the Killer de Hideo Yamamoto.
Je me permets également quelques petites apartés et ajustements en vue du caractère spécial de ce manga. Car oui, c'est une lecture spéciale. Trivium a d'ailleurs voulu s'assurer que ce titre était autorisé pour notre club de lecture. J'avoue avoir été un peu surpris. Ici, il n'y a jamais eu de censure et on est ouvert à tous les goûts. Du coup, intrigué, et pour comprendre cette demande originale, j'ai lu les 10 tomes écrits et dessinés par Hideo Yamamoto, l'auteur de titres publiés en France depuis 1998 comme Homonculus, Ikariman et Adam et Ève pour lequel il n'est qu'au scénario. Et bordel, je comprends pourquoi il m'a demandé si on pouvait en parler ou pas. Âme sensible, s'abstenir. Je recommande fortement aussi au public jeune et adolescent de ne pas lire ce titre. C'est un manga ultra violent, gore, dur psychologiquement, montrant sans aucune retenue tout un tas de déviances sexuelles, de manipulation mentale, d'agressions physiques et sexuelles, de meurtres, de drogue. Bref, je rentrerai pas plus dans des détails sordides intentionnellement, mais franchement, c'est extrême. Et pour le coup, c'est très niche. À première vue, cette suite de mots ne donne pas trop envie de lire cette œuvre. Et pourtant, sous couvert de ces actes choquants, une grande finesse sur la construction des personnages et de certaines situations est orchestrée par l'auteur. Auteur qui aime montrer les travers des humains, de la société et ses déviances, quitte à choquer. Le tout est délivré à travers une lecture extrêmement fluide et dynamique. Ichi the Killer, ça raconte quoi? C'est Yoshio Anjo, un chef yakuza, qui va disparaître et l'argent du clan avec. Akihara, son bras droit, un masochiste ultra violent, va tout faire pour retrouver sa trace. Difficile pour lui de retrouver son boss car il a été sauvagement tué avec sa prostituée par Ichi. Ichi est le centre du manga. C'est un jeune homme innocent et sanguinaire, faible et fort, soumis et inarrêtable, contrôlé et incontrôlable. Derrière tous ces contrastes, il a aussi certaines particularités sympathiques, comme pleurer pendant ses meurtres, et ensuite jouir en laissant sa semence sur la scène du crime. De nombreux autres personnages viendront s'intégrer à ce ballet entre Ichi et Kakihara, permettant à Yamamoto, l'auteur, de mettre en scène de façon trash le désir et les déviances sous toutes ses formes, notamment et particulièrement sexuelles. Mais du coup, c'est quoi comme type de manga? Un thriller? Un peu, car on se laisse porter par l'intrigue de ce monde de la pègre. Un pur divertissement, limite plaisir coupable? Un peu aussi, car on se prend à vouloir voir jusqu'où l'auteur va aller sans sombrer dans le mauvais goût. D'ailleurs, il va franchir la limite vers le milieu de l'œuvre, mais pour mieux se rattraper ensuite. La vérité, c'est que c'est une comédie romantique, entre un masochiste, un sadomasochiste. C'est déstabilisant, certes, mais c'est dit explicitement dans le manga. On va suivre pendant 10 tomes nos deux tourtereaux, Ichi et Kakihara, qui ne vont cesser de se tourner autour, se cherchant jusqu'à la fin, et occasionnant quelques tueries et séances de torture physique et psychologique. Voici le programme de ce voyage extrême où rien ni personne n'est normal. Le dessin est réussi, parfaitement dans le ton, dans la caricature, parfois même drôle, et nous transmet parfaitement toute la folie que ce titre possède. La mise en scène est bien adaptée et rend l'action et les massacres parfaitement lisibles, tout en nous faisant comprendre immédiatement à quel type de personnage on a affaire. Une adaptation en film de Takashi Miike en 2001 a emporté un succès du public et de nombreuses récompenses. Voilà pour la présentation de ce titre très spécial. Bon, j'espère pas trop avoir choqué tout le monde, mais au final, c'était une lecture. C'est un peu bizarre. C'est pas vraiment du plaisir qu'on a à le lire, mais j'ai quand même apprécié. Je suis content d'avoir fait cette expérience, on va dire. Est-ce que tu le Ah rapprocherais bah, par merci exemple pour de la Hideki présentation, Arai? Nibs. Ah, pardon. Vas-y, Shay. Ah pardon, mais je crois que je lag un peu. Non, je demandais parce que je sais que notamment Nibs a pas mal lu de Hideki Arai qu'il a apprécié et en fait en écoutant la présentation et particulièrement le début, ça m'a fait un peu penser à ce qu'on pourrait faire comme rapprochement avec cet auteur-là qui choque et qui parle de choses qu'on n'aimerait pas forcément ni lire ni voir. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu as vu toi en les parallèles de lecture? Non, pas vraiment. Pour moi, c'est vraiment pas la même expérience. Sur Araï, je vois un très gros fond sociétal, politique, engagé. Euh, des fois, c'est plus ou moins explicite, mais en tout cas, j'ai reçu beaucoup moins de violence en lisant du Araï que en lisant Ichi et The Killer. Donc, pour moi, je les mettrais pas côte à côte. Ok, C'est bien plus dur à lire Ichi the Killer. Vraiment, ok, il dépasse beaucoup de limites que Arai n'a jamais franchies. ça marche. Merci pour la réponse. Et bien, Je avec crois que ça. plaisir. J'avoue que c'est intriguant comme lecture, même si ça a l'air très 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 violent. Moi, j'avais lu Homonculus
du même auteur, et j'avoue que j'avais pas tant apprécié que ça. Je pense que c'est parti un petit peu trop loin à mon goût. Alors pas forcément dans la violence, mais dans la psychologie, ça m'a un petit peu perdu à un moment. Et là, du coup, je discutais avec Trivium pour savoir si c'était pareil. Il me dit que ce sont deux approches très différentes. Donc j'avoue que ça m'intrigue, mais on est d'accord que le titre est quasiment introuvable aujourd'hui en occasion et plus du tout édité par Delcourt. Il me semble que c'était. Oui, alors il est dur à Donc, trouver. Je crois qu'il y a quand même quelques annonces. Ça fait partie des mangas qui sont plus chers en occasion que vendus neuf. Mais je vois quand même des annonces passer. Alors qu'au Homunculus, j'en vois vraiment très peu. Et il y a toutes les œuvres de l'auteur, non? Toutes les œuvres de l'auteur, il me semble qu'elles sont. Euh, Ça, il faudrait voir bah, avec à part Trivium. Ikariman Le répondeur qui a été réimprimé il y a pas longtemps, enfin qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais, et Ah, encore c'est aujourd'hui, je suis même pas sûre qu'Ikariman, tous les tomes qui étaient réimprimés soient disponibles. Je pense il commence à y avoir de la rupture aussi sur les réimpressions. ouais, que les Ah oui, trois carrément. premiers sont plus C'est compliqués. récent. Ouais. Et tu dis que tu t'es perdu un petit moment dans Homunculus et j'ai ressenti un peu la même sensation dans Ichi. Je crois qu'au tome 5 ou 6, et d'ailleurs Trivium, il en parle dans sa fiche de lecture, je me suis dit, c'est trop quoi. J'ai même réfléchi à refermer le manga et à pas continuer. J'ai quand même continué et voilà. En effet, peut-être qu'il veut toucher certaines limites et que après il se recalibre un peu. Donc je sais pas si c'est pareil dans Homunculus, mais ça m'a fait penser à ça, à ta réflexion. Ok. Et est-ce que tu as cette impression de tourner un peu en rond aussi au bout d'un moment? Parce que moi, j'avais cette impression de sur Homunculus où j'avais l'impression que, en fait, ce qu'il a fait je crois que c'est 15 tomes, quelque chose comme ça, Homunculus, il aurait pu le faire en beaucoup moins parce que il y a des sujets où on revient dessus alors qu'il n'y avait pas forcément besoin de les approfondir. Et je sais pas si c'était pareil dans Ichi the Killer ou sur la violence, peut-être que en moins de tomes, ça aurait été, le propos aurait été compris par le lecteur, quoi. Pour moi, les 10 tomes, ils sont très bien au niveau de l'intrigue et de ce qui se passe dans l'histoire et du développement des personnages. Je trouve que c'est dans ce style-là une très belle écriture, très fluide et étrangement facile à consommer. Le seul truc qui est dur à consommer, c'est les actes qu'il y a dedans. Mais sur le découpage, sur les dessins et sur l'intrigue, pour moi, il a fait un très beau format en 10 tomes. Ok, ça marche. Donc juste pas un livre à lire juste avant de dormir, quoi. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Ou alors après, il faut regarder un Disney pour se laver un peu les yeux. C'est ça. Staki, si tu es là et que tu veux bien faire ta présentation, je vais te donner la parole. Ok, donc moi aujourd'hui j'ai choisi de présenter le manga Cinderella, pardon, de Mizuno Junko. Donc, faut savoir que Cinderella, c'est une revisite donc de l'œuvre Cendrillon, mais en version horreur. Parce qu'en effet, l'autrice, en fait, elle est connue pour faire principalement des œuvres avec des dessins assez enfantins et des thématiques assez sordides, voire un peu glauques. Ce qui fait que, du coup, la revisite de Cinderella, en fait, on suit l'histoire d'une jeune fille qui est serveuse dans le restaurant de son père. Et un jour, son père décède et devient un zombie et il se remarie. Donc forcément, on va retrouver les deux belles-sœurs qui sont également des morts vivantes. Et elle se fait un peu exploiter parce que son père ne la voit plus vraiment, tellement il est obsédé par sa nouvelle femme. Et elle, elle en a marre et au bout d'un moment, elle va au cimetière et elle va rencontrer son prince charmant. Donc l'histoire, ça reste la revisite de Cendrillon. On sait comment ça va se finir et quels seront le dénouement. Mais j'ai beaucoup aimé le contraste entre la thématique horreur et justement le dessin assez mignon. Parce que justement, je trouve que la force de ce titre, c'est le dessin. Qui est assez pourtant gore. Il y a pas mal de nudité aussi, mais pour autant c'est beau. Et en plus, il faut savoir que le titre est entièrement en couleur et pas en noir et blanc. Aussi, on s'attache pas mal au personnage parce qu'il faut savoir qu'elle est accompagnée d'un acolyte d'une petite souris, mais pareil, qui est dessinée d'une façon
ironiquement assez glauque et mignonne à la fois. Et j'ai vraiment adoré ce contraste tout le long de ma lecture. Ça se lit assez vite et c'est assez court, je trouve. Mais en tout cas, pour moi, ça reste une lecture coup de cœur et j'espère que IMHO rééditera ses autres œuvres parce que Cinderella, en fait, il a été édité une première fois en 2004 en France, mais récemment, en avril de cette année, donc 2025, IMHO a ressorti cette œuvre-là et j'espère qu'il ressortira ses autres œuvres parce qu'elle a adapté d'autres contes comme Hansel et Gretel et La Petite Sirène, donc qui me font de l'œil. Donc voilà, c'est à peu près tout. Ok, ben merci beaucoup pour cette présentation. Et en effet, on espère que les autres réimpressions ou rééditions vont apparaître. Hansel et Gretel, il est annoncé en réimpression de mémoire déjà par IMHO. Pure Trans aussi, il me semble. Et La Petite Sirène, je suis pas sûr que ce soit encore dans les dedans, mais bon, je pense que ça peut venir, mais comme IMHO a déménagé, ça peut prendre quelques mois slash années. Il me semble, moi, que c'est la petite sirène d'Hansel et Gretel qui a en effet été annoncée. Par contre, Pure Trans, je suis pas sûr qu'il le réédite. Ah, C'était ok. où t'avais vu l'info. Je crois que c'était sur leur site. Il faudra que je revoie. D'accord. Faut pas être trop pressé en tout cas avec les annonces d'IMHO, hein. Vous savez ce que ça donne en général. On connaît. On sait qu'une annonce en 2025, ça peut se repousser jusqu'à 2026, c'est facile, quoi. Facile, ouais, ouais, ouais. C'est comme la... June, n'en parlons pas. Voilà, je pensais à celui-ci et puis à la très belle édition d'Hideshino là qui va sortir, La Fillette de l'Enfer, mais qui devait déjà sortir depuis enfin, plusieurs mois et qui est toujours pas là. Ouais, elle a mis du temps celle-là aussi. Après, c'est un peu plus d'effort d'édition, on va dire, mais c'est vrai que Ouais, pour ouais, June, ça commence à dater un petit peu l'annonce. Ouais. c'est clair. Je crois que là, on est sûr qu'il sort en septembre, par contre. Oui, ça, Quasiment. ouais, ça y est. Allez, plus qu'un gros mois à attendre. Et du coup, Taki était la dernière à faire sa présentation aujourd'hui. Et on va pouvoir basculer vers la dernière aussi partie du club de lecture, celui de la lecture imposée. Et le titre du jour, c'est Anthologie tome 2 de l'humain de Moto Hagio. Est-ce que, Laetitia, tu vas nous faire une petite présentation, si je ne me trompe pas, de ce titre, avant qu'on puisse en débattre tous ensemble? Ouais, bah, je vais juste peut-être un tout petit peu contextualiser. L'anthologie de Moto Hagio, c'est d'abord sorti dans une édition en coffret en 2013 en petit format. Et on achetait du coup le coffret avec les 2 volumes qui ont été réédités par la suite. Et c'est un projet qui est à l'initiative de Satoko Inaba, qui à l'époque, en 2013, elle est éditrice chez Glénat Manga et elle est devenue depuis directrice éditoriale. Et c'est la première fois que Moto Hagio a été édité en France, qui est un peu fou, parce que 2013, il n'y a pas si longtemps, un peu fou vu l'importance qu'a l'autrice. Ça a été pendant un petit moment introuvable, avec beaucoup de spéculations autour du fameux coffret. Et ça a été réédité en 2024, probablement à l'occasion aussi de la présence de Moto Hagio au Festival d'Angoulême. Et là, sous une autre forme, donc en 2 grands formats distincts qu'on peut acheter séparément. 2 recueils du coup d'histoires courtes qui se décomposent de la façon suivante. Un premier volume qui s'appelle De la rêverie, qui est consacré à des histoires courtes de science-fiction de Moto Hagio, et un deuxième volume qui est sur des récits plus réalistes, bien que teintés de fantastique, voire d'une pointe d'horreur qu'on retrouve très souvent dans le shoujo manga, qui s'appelle De l'humain, voilà. Et je sais pas, on aura peut-être l'occasion de parler un petit peu de Moto Hagio au fil de la discussion. En tout cas, pourquoi je vous ai proposé ce titre, et parce que pour moi, il me semble un peu évident dans le manga dit de niche d'y inclure du manga matrimonial, parce que il y a des choses qui peuvent tenir assez facilement à distance de publications plus anciennes.
quand on est lecteur ou lectrice de manga, comme ne serait-ce qu'un style graphique qui va sembler daté ou en tout cas correspondre à des canons très différents de ceux qu'on peut avoir aujourd'hui. Et on peut avoir aussi pas mal de préjugés sur des titres qui vont être plus anciens. Donc là, en l'occurrence, dans le recueil, il y a différentes temporalités, puisque on va avoir des histoires de différentes périodes de Moto Hagio. Donc on va avoir un assez vaste panorama quand même de ce qu'elle a pu faire sous des formes courtes. Mais voilà, je vais en rester là pour vous laisser un peu à tous et à toute la parole. Mais voilà, je reviendrai peut-être vous apporter quelques autres éléments. Mais en tout cas, je pense que l'universalité du propos de Moto Hagio, elle traverse aisément l'espace et le temps au même titre que d'autres auteurs comme Yoshiharu Tsuge ou Murasaki Yamada qui a été récemment édité en France avec son titre Shinkirari, que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore lu. Merci beaucoup. Et du coup, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour donner son impression de cette lecture? Allez, il y a un courageux qui va arriver. Allez, je prends la main. Bien. Du coup, moi, c'était mon premier contact avec Moto Hagio et je suis assez agréablement surpris. J'avoue que j'avais feuilleté Clan Dépôt quand il était sorti aux éditions Akata et, et, et j'ai été très du j'avoue que ça m'avait pas trop attiré, les avis m'avaient pas non plus vraiment convaincu. Du coup, quand ça a été annoncé comme lecture imposée, bah, j'étais un peu dégoûté. À la base, je me suis dit, bon, c'est pas forcément une des autrices que j'avais envie de découvrir. Et mal pris, puisque franchement, j'ai adoré De l'humain, et ça me donne envie de découvrir d'autres œuvres de l'autrice aussi. J'ai aimé quasiment toutes les histoires. Je pense que l'histoire Le Pensionnat de Novembre m'a un petit peu moins plu, mais c'est aussi parce que bah, j'ai lu en même temps Le Poème du vent et des arbres, et que je trouve que Keiko Takemiya, sur un thème assez similaire du pensionnat, bah, mieux aborder les choses, mais c'est aussi parce que l'histoire est plus longue côté Keiko Takemiya, et je pense que Moto Hagio l'a plus développé aussi dans le cœur de Thomas. Euh, Intervenir et dans les juste pour... autres œuvres, ce fait que... Oui, vas-y. Non, je voulais juste amener une petite info. C'est que du coup, le pensionnat de novembre, en fait, c'est une histoire qui découle du cœur de Thomas. En fait, Moto Hagio, elle fait un brouillon début 70 du cœur de Thomas, mais ça va pas être édité tout de suite. Elle va retravailler et tout l'histoire. Mais alors que le cœur de Thomas n'est pas encore édité, elle va sortir le pensionnat de novembre, donc où on va retrouver des personnages du cœur de Thomas, sauf qu'elle va travailler leur relationnel différemment. Voilà, donc il y a vraiment un lien entre les deux titres. Ouais, merci pour la précision. Elle le précise d'ailleurs aussi. C'est précisé aussi dans le recueil. Et anecdote importante aussi, c'est que Keiko Takemiya et Moto Hagio ont été colocataires pendant un petit moment. Donc on voit en plus que bah, il y a des points communs entre leurs œuvres, et ça peut se comprendre encore plus. Et du coup, dans les autres œuvres, moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment le fait qu'elle aborde cette relation mère-fille souvent avec la toxicité qui va avec. Et donc ce thème de la comparaison entre enfants, c'est vraiment malsain, mais c'est hyper bien abordé. Et j'ai particulièrement aimé la toute première histoire, donc Princesse Iguane, et j'ai encore plus adoré, je pense, mon côté ange qui est plus courte. Mais elle le dit aussi qu'il y a une vraie valeur dans sa bibliographie, et une vraie place. Donc voilà, et le dernier récit est un petit peu à part. On est plus sur la Deuxième Guerre mondiale, mais vraiment pas mal aimé aussi. Donc une superbe introduction à Moto Hagio qui me donne envie de lire d'autres œuvres de l'autrice. Et d'ailleurs, je suis assez curieux de savoir ce que vaut de la rêverie par rapport à De l'humain. Eh bien, écoute, je pourrais te dire ça dans pas longtemps parce que j'ai fermé de l'humain.
et je suis allé à une librairie pour prendre de la rêverie. J'étais tellement convaincu par cette première lecture de Hagio que j'ai voulu en avoir plus, quoi. Mais Donc, festival dès que de c'est... Valentin, je pense. Je vais me permettre de poursuivre aussi pour en parler un peu. De mon côté, c'est aussi ma première lecture de Moto Hagio. Ça fait quelques mois déjà que j'ai les 2 tomes de l'anthologie que j'avais acheté suite à une pression très forte d'une amie qui adore cette autrice-là. Mais en fait, c'est pas forcément quelque chose qui m'emballait de prime abord, qui m'attirait pas spécialement à lire. Donc je l'ai mis de côté et je l'ai pas lu pendant un moment, qu'il y ait donc cette réunion. Donc je me suis un peu forcé à le lire et pour autant, sans comprendre pourquoi, parce que les thèmes ne me parlent pas spécialement, j'ai eu aucun mal à lire toutes les histoires du recueil. J'ai lu en parallèle aussi, enfin en parallèle et un peu après, le catalogue d'exposition qui a été fait enfin, au moment de son passage à Angoulême en 2024, qui apporte aussi pas mal d'informations, notamment sur ce qu'elle a pu apporter, parce que parfois c'est aussi un peu la difficulté quand on découvre des auteurs ou des autrices 50 ans après leur fait d'armes, entre guillemets, c'est de pas forcément comprendre ce qu'ils ou elles ont apporté au médium. Et donc, le catalogue d'expo d'Angoulême, à ce niveau-là, apporte pas mal d'informations. Mais ouais, sans comprendre vraiment pourquoi, j'ai vraiment apprécié toutes les petites histoires qui sont présentées dans ce recueil. Et principalement la dernière, le coquetier, c'est vrai, sur la Seconde Guerre mondiale, qui me parlait aussi un peu plus sur le thème que les 4 premières. Enfin, c'est vraiment, j'ai accroché et la suite arrivera en lecture, hein. C'est une certitude. Euh, Bon, pour l'instant, ça a pas bien. mal convaincu quand même. Bon, J'ai dit, pour l'instant, ça a pas mal convaincu cette lecture, j'ai l'impression. eh ben, bof pour ma part. Comment? Et pour une fois, pour une fois. C'est vrai, d'habitude, t'es enthousiaste. Ouais, d'habitude, je trouve, comment? D'habitude, j'adore les lectures que les autres pas fans. Tout- Bah, au début, moi, j'ai vraiment beaucoup accroché avec la toute première histoire. Je pense que celle-là, ils ont bien fait de la mettre en premier dans ce tome-là. Et après, j'ai eu beaucoup de mal à accrocher. Je sais pas, les histoires, elles m'ont pas. Et j'étais pas autant dedans que pour la première, et j'ai même eu du mal à arriver au bout de la lecture. Et pourtant, il est pas épais, hein. Et je pense que ce qui m'a flingué, c'est plus la dernière histoire. J'étais là, je sais pas. Pour ma part, j'ai pas accroché. Par contre, il y a d'autres choses pour lesquelles j'ai vraiment accroché dans ce tome-là. C'est que, comment? C'est un peu sur ce qu'ils ont fait tout autour, c'est-à-dire, avant chaque histoire, on a une toute petite introduction, même pas 5 lignes, mais ça contextualise un peu le texte. Moi, j'ai trouvé ça cool. Quand on connaît pas l'auteur, ça permet d'avoir des points de repère. Et en global, sur cette œuvre, on voit quand même une qualité de dessin, d'adaptation, de mise en scène qui sont vraiment très très jolies. Euh, alors, je ne sais plus exactement où, mais à un moment, dans une nouvelle, pour montrer un flashback ou un souvenir, elle a utilisé la technique du pointillisme. En fait, elle a fait les visages des personnages ont été faits avec plein de tout petits points. Et ça, quand je l'ai vu, j'ai fait ah, bah ça change, c'est joli, c'est sympa, c'est une bonne idée. Entre les dessins plus simples de la fille iguane et à la fin, euh, dans le récit de la guerre où on a vraiment certaines planches qui sont plus détaillées, avec un effet plus onirique. Enfin, je trouve qu'on a une belle gamme de savoir-faire par rapport à l'autrice. Après, je pense que personnellement, hein, je pense que pour moi, c'est le genre d'auteur où je vais kiffer certaines histoires et où il y en a d'autres où, mais ça va me passer à 3 kilomètres au-dessus, mais peut-être parce que à ces moments-là, ça me touche pas, quoi. Donc voilà, En drop soi, the ça peut se mic. comprendre. T'es pas la première que j'entends avoir un avis un peu circonspect ou ne pas forcément être attiré par Moto Hagio. Je- Enfin, moi, je pense qu'il y a aussi ce côté, enfin, ce qu'elle a apporté au manga et au shoujo notamment.
C'est quelque chose qu'on a pu voir aussi dans beaucoup d'histoires ensuite, qui ont été, qui ont aussi, eux, développé des choses. Mais du coup, je pense que le lire en 2025 fait qu'on a nécessairement une perte de découverte que ce qu'ont pu avoir les lecteurs et les lectrices japonais Ah bah, c'est sûr. il y a 50 ans, quoi. Bah, c'est pour ça que moi, j'avoue, d'habitude, les pavés de texte dans les mangas, je suis là en mode, heu, tu t'es pas trompé d'ouvrage. Mais là, juste, je trouve que là, justement, vu que c'est des œuvres, qui datent pas d'aujourd'hui, avoir un tout petit contexte, pour replacer, moi, j'aime bien. Je trouve que ça aidé à se mettre un peu dans l'époque, quoi. Enfin, je sais pas comment le dire, mais à avoir un peu des références qu'aujourd'hui on n'a pas parce que, le temps a passé, quoi. C'est sûr. Et c'est peut-être un peu faible encore même de ce côté-là. L'édition est bien en soi, hein. Il y a un petit texte, effectivement, comme tu l'as dit. Il manque peut-être quand même encore un peu plus d'informations. Comme Laetitia a parlé de Shinki Harari, c'est vrai que Kana avait fait, je sais plus, une trentaine ou quarantaine de pages sur qui était cette autrice, en fait, et qu'est-ce qu'elle avait pu apporter à son époque au manga. C'est vrai que là-dessus, je me rends compte aussi en lisant à côté justement le catalogue qui a été fait pour son expo, notamment sur, t'as beaucoup parlé notamment que l'histoire que t'as le plus appréciée, c'est la princesse Iguane. Et en fait, la Mmh. princesse Iguane, typiquement, c'est une histoire qu'elle a écrite à un moment où elle avait l'impression de pas se sentir euh, reconnue, je sais pas si c'est le bon terme, mais elle est en mauvais terme avec sa mère, avec ses deux Mmh. parents, mais principalement, particulièrement avec sa mère. Et du coup, ça retranscrit vraiment beaucoup de la De son pensée qu'elle vécu, pouvait quoi. avoir à Ouais. l'époque, de son vécu exactement. Et c'est vrai que des petites infos comme ça, moi je sais que je suis très friand de ça. Peut-être qu'il en manque un peu dans l'édition de Glénat, mais bon, on ne peut pas leur en vouloir déjà d'avoir apporté des histoires de Moto Hyo qui manquaient à l'époque déjà. On va dire merci pour ça quand même. Oui, après en vrai, l'ouvrage en lui-même, parce que moi je suis plutôt friande des grands formats, de pouvoir bien profiter des planches, comment tout ça, en vrai le tome il est bien, hein. Honnêtement, Oui, et son ils dessin ont le mérite. sorti un bon volume, quoi. D'accord. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Et en plus, son dessin, chez Trivium le mettait notamment dans le chat. C'est vrai que son dessin est fin et délicat, et c'est vrai. Enfin, Mmh. le grand format, c'est voilà, met bien en avant. C'est vrai que Si je peux graphiquement, vas-y. intervenir juste sur un truc, euh, on parle beaucoup d'éléments de contexte pour comprendre l'importance de l'autrice, que ce soit par rapport à ce que c'était que le shoujo manga avant qu'elle et d'autres comme de son époque, comme Keiko Takemiya, arrivent dans le game. On parle aussi vaguement de repères biographiques qui aident à saisir toute l'intensité des histoires qu'elle peut écrire. Je pense qu'il ne faut pas non plus minimiser ces histoires en tant que telles qui vivent déjà, selon moi, très bien et qui racontent beaucoup de choses en elles-mêmes et qui ont une profondeur vraiment assez incroyable, quoi. Bah oui, carrément, comment? On n'a pas toujours besoin de connaître tout l'historique, comment? Tout l'historique d'un auteur pour apprécier son œuvre et puis des fois, en tant qu'ancienne littéraire, des fois, vaut mieux pas, hein. Parce que les mots passants qui qui écrivent très bien sur la femme, mais qui en vrai, «Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais». Non, mais c'est sûr, c'est vrai que c'est une précision, intéressante à apporter. En fait, c'est aussi dans l'idée de quand on a apprécié l'œuvre, on en veut toujours plus. On veut savoir un peu d'où c'est tiré, quand on apprend que la princesse Iguane, ça vient de son passé, entre guillemets, on est un peu content. On se dit: «Ah ouais, quand même» et tout. Ça nous ça fait du bonus, quoi. Oui, bien sûr. Enfin, moi, c'est des choses que je vais chercher, que j'apprécie énormément. Mais j'amenais juste ce petit commentaire pour dire que Non, mais les tu œuvres raison. en tant que telles sont déjà très puissantes, quoi. Ah Et bah même oui. encore aujourd'hui. Mm. Et tu as bien raison. Défends tes œuvres. Non, Mais moi, c'est vraiment. Vas-y, je t'en prie. non, je voulais juste dire que j'avais remarqué un truc un peu drôle sur Manga Collect.
c'est que, son titre le plus connu, qui est a priori, Le Clan d'Eppo, le tome 1, c'est aux alentours de 1 200, heu, suivis sur, Manga Collect dans les collections, et un truc qui m'a vachement étonnée, c'est que c'est moins que le tome 1 de Sous bouteille de Fujita, et alors là, j'étais: «Ah ouais». C'est quand même pas énormissime du coup, par rapport, si on ajoute à ça le fait qu'en plus d'être une autrice extrêmement importante, elle a eu une grosse couverture médiatique, heu, de son expo à Angoulême, et c'est pas tant quoi. Ça reste quand même, vraiment, des petits chiffres, quoi, et là, j'ai pris vraiment le plus gros titre parce que si on va chercher du côté, de Barbara, par exemple, là, c'est beaucoup moins, hein, et si on va chercher du côté du tome 2 de Barbara, c'est un manga en 2 tomes, de science-fiction d'Agyo, bah, ça devient carrément, très, très niche. Et ouais, et du coup, je disais que justement, en parlant de profondeur, moi, j'ai été bluffé par la première histoire. J'ai même pris une gifle, quoi. Je trouvais qu'il y avait tout, qu'il y avait tout pour que je sois charmé, et qu'il y avait aussi, à mon sens, plusieurs niveaux de lecture. Et j'étais assez curieux d'échanger avec vous sur quel était au moins le deuxième niveau de lecture que vous avez ressenti ou que vous avez interprété. Alors, est-ce que je suis le seul? Et si je suis pas le seul, est-ce qu'il y en a un qui veut essayer de l'exprimer? Alors moi, je vois pas trop quand tu parles de niveau de lecture. Moi, Ben, j'étais pour moi, tellement c'est une dedans métaphore, en que fait. comment, Pour moi, comment? c'est une métaphore, cette histoire de la mère qui est un iguane, la fille qui en est un aussi, la mère qui n'arrive pas à regarder sa fille. Pour moi, ça parle d'autre chose dans leur relation. Et ça parle, et c'est un support métaphorique pour parler d'autres blessures qu'on peut Bah voir, oui. qu'on peut observer dans la vraie vie. Bah, le fait que quand tu es une femme et que tu accouches, bah, tu peux avoir alors j'ai pas les termes exacts, mais tu peux avoir, heu, une C'est le dépression postpartum. postpartum, voilà, qui fait que, tu as tout le corps qui lâche, mais tu as aussi l'esprit et en mode, bah, ça c'est sorti de mon corps, mais c'est pas à moi, je ressens rien pour ce machin-là, mais bon, je suis quand même sa mère, je suis une mauvaise mère. Enfin, c'est beaucoup sur, la maternité et le problème, c'est que, ben, soit on arrive à le surmonter et puis bon, avec le temps, comme certains personnages disent: «Ah, avec le temps, tu vas l'aimer, tu vas voir, machin». Oui, bah, ben non, c'est pas inné et Et tu vois, c'est marrant parce que moi, ma seconde lecture, elle a pas été sur ça. Alors que ça, je peux tout à fait le comprendre. Mais moi, j'ai vu cette histoire comme, une manière d'exprimer, les images, miroirs qu'il peut y avoir, entre êtres humains, et que là, cette mère, elle a vu, en sa fille qui elle était, et chose qu'elle n'arrive pas à supporter et qu'elle a cachée toute sa vie, et du coup, être face au final à elle-même, l'a mis dans un stade de souffrance, assez extrême pour ne plus mmh, aimer sa fille. Et ouais, c'est à ouais. la fin de l'histoire où justement, quand on comprend qu'elle-même, la mère, est un iguane, que moi j'ai tilté tout ça. Et je trouvais que ça a été amené avec, beaucoup de finesse, et voilà, que ça parlait des souffrances des êtres humains en dépassant un peu cette idée peut-être juste de naissance, et d'hormones ou de choses qui peuvent se passer à ce moment-là. Bah, après, comment? Bah, je suis d'accord avec toi et comment? Bah, moi, j'ai plongé dans cette histoire en mode, bah, ça aborde plein de thèmes, en fait. Tu as un peu, l'histoire du postpartum, tu as le favoritisme entre les frères et sœurs, tu as, comment? Tu as le fait qu'à la fin, on se rend compte que, bah, finalement, la mère était un iguane. Heu, Moi, ce genre de choses, ça me parle dans le sens où, comment? Justement, comme tu dis, il y a des parents, ils ont des troubles, ils ont des problèmes. Soit ils veulent pas les voir, soit ils en ont et puis, bah, ils font avec, enfin voilà et soit ils le savent pas et ils veulent même pas chercher à savoir et le truc, c'est que quand ils ont des enfants, ils reproduisent ça avec leurs enfants en faisant exprès, en faisant pas exprès, ça dépend et des fois, c'est très frustrant pour eux quand ils s'en rendent compte de voir qu'ils ont bah, leur ressemblent trait pour trait, qu'ils vont avoir les mêmes mimiques, qu'ils vont avoir les mêmes, comportements, parfois destructeurs
Et comment? Et ça, bah, ça, ce sont des réalités, en fait, et sûrement des réalités que l'autrice a vécues parce que pour, aussi bien nous les transmettre, moi, j'ai l'impression que je suis plutôt sensible sur ce genre d'œuvre où vraiment tu as l'auteur qui te livre une partie de sa vie, quoi. Pour moi, La princesse Iguane, je le mets juste en dessous de Utsupan, ou en tout cas pas loin. Parce que moi, Utsupan, c'est une de mes meilleures lectures. Ouais, Il c'est fait tellement partie de mon personnel top que ça 3. devient, c'est tellement personnel que ça devient universel, quoi. C'est ça. Enfin, ça devient universel. Quand ça te parle, si t'as pas s comment? Je vais pas dire que si t'as pas vécu des trucs durs dans ta vie, ça va pas te parler, c'est con de dire ça. Mais ça va peut-être plus te parler qu'à d'autres personnes, quoi. Après, là, c'est une histoire de vécu et à un moment dans ta vie où tu le lis, en fait. Il y a des fois, Oui, tu oui, vas bien lire sûr. une œuvre, ça va rien te faire, il y a d'autres fois, ça va te taper en plein cœur, tu vas être là: «Ouch, touché coulé». Pour la fin, elle est vraiment intéressante cette fin parce que elle a plein d'interprétations potentielles et il peut y avoir aussi une forme de consolation en fait qui s'en dégage parce que finalement elles se ressemblent et du coup en tant qu'enfant, cette ressemblance avec son parent, bah, déjà ça conforte le fait qu'on soit bien, l'enfant de son parent donc et alors que, on a été, rejeté, toute sa vie, quoi. Donc il y a une forme de reconnaissance aussi malgré tout. Et puis Et ça de explique pardon pour aussi. oui, pardon, vas-y? Non, non, c'est ça. Et ça explique aussi, il y a un élément de résolution de savoir pourquoi elle a jamais été aimée, etc., etc. Ouais, non, mais franchement, j'aime bien le recueil, il y a plusieurs histoires. Ah non, il y a une Ben, On on peut peut dire que parler de la celle-ci, deuxième elle est aussi. très forte. non, je La blague fin parce de la qu'il y a que deuxième, celle-là c'est que j'ai fou, hein. kiffée. La deuxième qui est très proche, dans les thématiques. Enfin vraiment C'est vrai qu'elle est bien aussi c'est avec l'ange là, il me semble. C'est Mon les deux côté petites ombre, filles, ouais. non? c'est les Ouais. siamoises, Mon côté ouais. Chamoise. c'est vrai que Ça, c'est le sort, il est fort. franchement la fin, fait quelque C'est un chose, hein. goût doux, amer, bizarre, t'as plein d'émotions qui se mélangent, tu sais plus quoi ressentir, c'est assez bien construit quand même. Construit qu'à la fin, tu sais même plus si tu es une bonne ou une mauvaise personne, quoi. Et il y a même pas le milieu, tu vois? Tu dans ta tête, tu es soit très mauvaise, soit très bonne, quoi. L'art de nous mettre dans la misère émotionnellement. Merci, au Ouais, revoir. mais c'est là où on voit la bonne écriture, hein. Moi, ça me donne vraiment envie d'aller explorer plus d'œuvres. Ah bah, c'est sûr que oui, Bon, ben, on arrive presque à, si je me trompe pas, à 2 heures de podcast. Je pense que ça fait un joli chiffre et ça fait un bon moment aussi pour remercier encore une fois Laetitia et tous les membres du club pour votre participation. J'aimerais aussi faire un salut à Julien et à Jean de la librairie Arles BD en saluant l'engagement qu'ils mettent dans leur travail. Merci également à Shail et Saki. Vous avez géré la partie technique aujourd'hui, donc merci beaucoup, c'était top. Et Camille, si tu es OK, la place est à toi pour nous dire le mot de la fin. Avec plaisir. Je te rejoins. Merci Laetitia pour ta présence. C'était un super podcast parce que tu as apporté plein de petits éléments, de petites anecdotes. Et puis ton interview au début avec les superbes questions de Nips a été vraiment super intéressante. C'est l'une des plus intéressantes qu'on a eues depuis le début. Donc vraiment, je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire qu'on a passé un super moment dans cet épisode. On espère que tu reviendras parmi nous pour d'autres podcasts. Et merci à Nips, puisqu'on le remercie pas assez, mais c'est lui qui organise tout ça. Et avec Panda qui est pas là, cette fois-ci, et puis avec tous ceux aussi qui participent, que ce soit pour la technique, le montage, etc. Donc merci à vous pour votre engagement. Ça fait plaisir que ce podcast puisse continuer et c'est grâce à vous. Donc continuons encore comme ça. Bah, Eh ben, merci avec de m'avoir plaisir. invitée, c'était trop bien franchement, merci à Nips pour l'invite, merci à vous toutes, bah, d'avoir été bien présents plus qu'à la hauteur de mes espérances, donc c'est chouette d'avoir été, aussi nombreux et c'est toujours un plaisir, hein, de toute façon de parler manga, de parler de mon expérience aussi de métier et je reviendrai,
pour sûr. Tiens, comment? Je peux poser une dernière petite question ou pas? Vas-y, Letty. Oui, je sais, je suis mignonne, hein, je suis une petite fleur. Comment? Du coup, Laetitia, après, justement, avoir, entendu tous nos avis, par rapport au manga, aux œuvres que tu as proposées, qu'est-ce que tu penses justement? Est-ce que ça va t'aider à mieux orienter, entre guillemets, tes lecteurs, plus tard? Dans le sens où, qu'est-ce que tu en as pensé, bah, de nos avis, de ce qu'on pensait un peu des œuvres, nos ressentis, tout ça? Bah, je j'ai pas trop de jugement, hein, par rapport à vos avis. C'est des choses qui sont assez personnelles. En tout cas, c'est toujours, très intéressant et enrichissant parce qu'on a tous, des prismes de lecture, qui sont un tout petit peu différents. Donc moi je suis ravie de pouvoir entendre, un de nombreuses voix, autour d'un titre, c'est enrichissant, ouais. Et bah, pour nous aussi, c'était chouette. Voilà, j'arrête d'embêter le monde, le papillon va voler sur une autre fleur. Non, mais parfait, c'était des très bons mots de la fin. Salut tout le monde. Nous voilà de retour quelques jours après le dernier club de lecture pour faire le tirage au sort qu'on n'avait pas fait, du coup, ensemble. Donc, Panda est aux manettes et il va tirer 3 titres. Et parmi les 3 titres, il y en a un qui sera voté dans le Discord pour être la lecture imposée du mois d'août. Ok, Panda, alors, à toi. eh ben on va commencer. Alors, le premier, plouf plouf, c'est Utsubora. Tac, attendez, je note. Ok, ensuite, Je pense que je vais être un des seuls à ne pas l'avoir lu, Utsubora. on recommence. Possible, beaucoup de monde l'a lu en tout cas, ouais. Alors, cela, c'est Les Les Mauvaises Herbes. herbes. Oh, je suis content. Donc, celui-là, il est à 30 €. Comme Donc. ça que Jean Kim. Et le dernier, Petite Forêt. Petite forêt. C'est chez Le Renard Doré, mais je sais plus qui est l'auteur. Petite Forêt. Petite Forêt, c'est... Non, c'est Delcourt, c'est Daisuke Igarashi. Ah, c'est un Igarashi chez le coup. Oui, c'est la petite forêt verte, l'édition verte. Ah oui, t'as raison, c'est Shonen Light. Voilà. Voilà. Et du coup, on a les Eh bien, 3 parfait. titres pour le tirage au sort. On est équipé.